Hop. Hop. Ah, regarde. En plus, ah non, mais je me vois trop. Mais non. Attends. Mais non, c'est voilà. Bon, salut et bienvenue dans mon garage avec maman. Donc, petit live un petit peu spécial pour tout le monde. Pour toi en premier. Pour moi surtout. Mais donc, voilà, petit live un petit peu particulier. Comme d'habitude, je voulais commencer par en fait m'assurer que tout le monde comprend bien le but du jeu et que le but du jeu c'est avant tout qu'on ne peut pas répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour maman Vol Ouest. Et on va essayer de répondre au plus de questions possible. Avant de répondre à ces questions, j'aimerais quand même, vu que tu es présente, j'aimerais te poser quelques questions moi, et j'aimerais aussi voir un petit peu, voilà, pas juste parler un petit peu avec toi, mais en live. Tu es né quand et où? Quand 13 mars 1947. En 47, donc en 47, donc après-guerre, et à Paris, 12e arrondissement. Donc tu es né à Paris dans le 12e arrondissement en 1947. Tu vis où aujourd'hui? Juste l'arrondissement, hein. Juste l'arrondissement, j'ai pas beaucoup changé. Hein. Le 12e. Le 12e, je suis revenue au quartier de mon enfance. Donc on pourrait dire que tu es vraiment une Parisienne, quoi. Oui, quoi qu'il paraît que les vrais Parisiens, il faut qu'il y ait 2 générations de plus. Donc je suis pas une vraie Parisienne en fait. Je suis née à Paris, mais il faudrait avoir parents et grands-parents parisiens pour dire qu'on est un vrai Parisien. Ok. Mais enfin, bon, je suis quand même... Le changement le plus notable pour toi entre ton enfance et aujourd'hui à Paris? Ouf. Le truc qui te choque le plus? L'automobile, sûrement. Ça, c'est la circulation dans les rues. Comme ça, à brûle-pourpoint, dans Paris... je ne sais pas si c'est là qu'il y a le plus de changements, parce qu'en fait, il y a encore toujours les immeubles haussmanniens que moi j'ai connus. Il y a encore plein de choses qui sont restées telles que moi je les ai connues, vraiment. Et donc, en fait, toi, quand tu es né, on peut parler un petit peu de tes parents? Mes grands-parents. Oui. Quand tu es né, toi, donc ils vivaient dans un tout petit appartement boulevard Picpus, dans le 12e. Oui, parce que c'était l'après-guerre, il n'y avait absolument pas de logement. Il n'y avait pas de logement, pas de travail. Pour trouver du travail, mes parents sont donc venus à Paris, à la capitale. Hein, ça n'a pas beaucoup changé. C'est encore à Paris quand même qu'on trouve souvent du travail. Okay. Et puis là, par contre, il n'y avait absolument pas de logement, quoi. Absolument pas de logement. Le baby-boom après-guerre, énormément de naissances. Et donc, pour avoir notre premier HLM, on a dû attendre 15 ans, exactement. Okay. Donc là, c'est une photo de ma maman avec ses parents, ses frères, ses sœurs, boulevard Picpus. Donc voilà. Et donc en fait, tes parents ont eu combien d'enfants? Tu as combien de frères et sœurs? 5. On est plus que 4, on est 5 frères et sœurs. Ouais. Et puis voilà. Et donc en fait, vous avez en fait ta mère a fait une demande de HLM pour trouver un appartement plus grand. Quand je suis née, et ça a mis 15 ans. Donc ça a mis 15 ans pour avoir un HLM. Bon, quand vous viviez boulevard Picpus, il y avait une chambre? Ah au départ il y avait 2 pièces, hein, une cuisine, une cuisine qui faisait tout. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de toilette, évidemment. Tout ça, c'était dans la cour. Mes parents dormaient dans un lit-cage dans la cuisine. Et nous, on dormait, tous les enfants, dans la chambre. Et puis, ça se passait bien, finalement. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on fait un peu dinosaure en racontant tout ça. Mais alors, est-ce que ça se passait bien quand même pour ta mère? Non, je pense pas, la pauvre. Évidemment, non, pas l'eau courante. Le chauffage, elle devait aller chercher le charbon. Le charbon à la cave. Non, c'était comme beaucoup de gens à cette époque-là. Hein, mais c'est vrai que c'était spartiate pour les femmes surtout. Parce que papa travaillait beaucoup, mais il était toujours parti. Et c'était à elle que revenait toute la charge de gérer l'argent, voilà, les enfants, tout, quoi. Donc, Pépé était camionneur? Ouais, il était routier. Routier. Donc, il partait à l'époque,
C'était pas les conditions de maintenant. Il pouvait partir 3 semaines sans revenir. Donc, comme il était payé à la semaine, il fallait aller chercher la paye, les quelques sous dont on avait besoin. Enfin bon, c'était... Mais pour maman, effectivement, c'était très... Et donc, c'était une période très difficile. Ouais. Donc pour ta mère, elle avait un budget hyper strict tous les mois. Hyper strict. Bah, c'était pas tous les mois, c'était une paye à la semaine. Pour avoir une paye correcte, il fallait que papa fasse beaucoup d'heures supplémentaires. Donc il travaillait au moins une nuit par semaine en plus. Et on n'était pas aux 35, ni aux 39, ni aux 45 heures. On était... On était, j'ai gardé ses fiches, quelques-unes de ses fiches de paye, c'était, ouais, bon, voilà, usant. D'ailleurs, ça les a usés. Ouais, ça les a usés. Je me souviens d'une lettre qu'il a écrite à ta mère quand il était en prison à la Santé. Ouais. Et qui disait il a écrit la lettre en disant qu'elle s'inquiète pas parce qu'il mangeait mieux en prison qu'à la maison. Ouais, enfin, il y avait un peu... Ouais, il mangeait, quoi. Il mangeait à sa faim. Ouais. Alors, il faut expliquer quand même qu'il était en prison, pas pour des choses très... Non, bah non, c'était pas... Pas pour des choses très graves, le pauvre. Et à l'époque, il a payé très cher une bêtise. Donc, et maman était enceinte. Donc, et à l'époque, une solidarité terrible, énorme, vraiment super. C'est que tous les ouvriers qui travaillaient avec lui amenaient l'équivalent de sa paye à maman toutes les semaines pour qu'elle puisse s'occuper de nous. Il y a eu une résilience. C'était génial. Ouais, une résilience économique que, et du lien social hyper puissant. Énorme. Parce qu'il a fait 36. Oui, il a fait toutes les grèves, évidemment. Il était... Oui. C'était un communiste, mon père. Mes parents étaient au Parti communiste et papa était un militant, oui. Et donc après, ils ont finalement, après 15 ans après la demande de HLM, ils ont finalement déménagé. On a atterri à Orly. Donc à Orly, à la Pierre aux Prêtres. Ouais, dans la cité, The City. Mais en fait, on était contents. Moi, j'étais ravie parce qu'on avait une salle de bain et des toilettes. Et donc, ça faisait passer tout le reste, quoi. Puis on s'est fait des copains. Donc, c'est quoi, pour toi, le truc qui t'a le plus choqué quand t'es parti de Picpus? Donc, pas l'eau courante, pas de chauffage, pas les chiottes, pas de salle de bain. Oui. C'est quoi qui t'a choqué le plus quand t'es arrivé en HLM à Orly? C'était en quelle année déjà? 62. En 62. Donc, qu'est-ce qui t'a choqué le plus? Choqué, je peux pas dire choqué, ça m'a... J'ai été... Bon, moi, le confort, j'ai vu le côté confort. Par contre, on quittait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, à part le courrier, on perdait nos copains. C'était difficile de garder plus difficile de garder le contact que maintenant. Donc, moi, ce qui m'a... Voilà, je me suis fait des nouvelles relations, mais finalement, j'ai pas entretenu les anciennes sur Paris. Une erreur, Mais bon, les moyens étaient différents de maintenant. Hein. On ne s'envoyait pas un mail. Hein. C'était une lettre avec un timbre. On n'avait même pas le téléphone. C'est quand que tu as eu ta première télévision? Oh, ma première télévision, non, on l'a eu... notre première télévision, on était chez papa et maman. Moi, j'avais... peu de temps après, on nous a d'abord prêté une télé. Après, on en a une. Mais il faut savoir qu'il y avait une chaîne. Et on était scotchés devant la télé, évidemment, bien sûr, quoi. C'était génial. Donc tu dirais que le plus gros changement, quand même, ça a été le confort, c'est-à-dire l'eau courante, la salle de bain. La salle de bain, même pour maman. Bon, je pense que elle a toujours regretté Paris. Hein, elle s'est jamais faite à la banlieue. Elle a toujours regretté Paris, mais c'est pour ça, je crois que je suis revenue à Paris, moi. Et dans le 12e. Et t'es en HLM aujourd'hui? Ouais, mais j'ai acheté mon HLM. Enfin, pas tout le HLM. J'ai acheté mon appartement dans une résidence. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc le après... HLM parisien, c'est quand même pas mal. On aurait bien aimé en avoir un à l'époque. Si on remonte un petit peu plus, tu veux parler un petit peu de Mémère Sinclair? Là, c'est plus lointain, mais bon, j'ai été très, très, très proche. C'est-à-dire qu'habitant Paris, toutes les vacances scolaires, il y en avait déjà pas mal. Il y en avait moins que maintenant, mais il y en avait quand même
Et comme on était parisiens, nous, tous mes autres cousins, cousines habitaient tous la province, mais nous, parisiens, les pauvres, il fallait qu'on aille à la campagne, respirer l'air pur. Donc, toutes les vacances scolaires, je les passais chez mes grands-parents, à la campagne. Ouais. Donc là, c'était génial. Pareil, on avait les copains, les cousins, les cousines, grande tribu, on s'entendait bien. C'était d'excellents souvenirs. Par contre, complètement différente, parce que là, c'était poule. C'était de la campagne. Hein. Ma grand-mère, elle attrapait, hop, on va manger un lapin, elle attrapait le lapin, et hop, je te tue le lapin, je te tue une poule, C'était... On mangeait les œufs. Bon, en même temps, on mangeait surtout les produits du jardin, on mangeait pas non plus... On mangeait pas de la viande, du poulet tous les jours. Hein. C'était le dimanche. C'est toi, là, au milieu, là. C'est toi, là, au milieu. C'est moi, au milieu. C'est maman. Mais peut-être que ça les intéresse pas, là. Peut-être. Je m'en branle de ce qui les intéresse ou pas. Donc voilà, donc j'ai quand même eu une petite vie campagne et parisienne. Ok. Mais tu restes quand même hyper parisienne aujourd'hui. Je suis parisienne, oui. D'abord parce que j'ai la phobie, comme tu le sais très très bien, des insectes. Donc, non, j'aime le ciné, je suis parisienne, vraiment. Vraiment. Mais bon, bien sûr, là, je me régale hein, quand je vois les paysages. J'aime bien y passer quelques temps, mais y vivre, j'aurais du mal. À vivre ailleurs qu'en ville. Ailleurs qu'en ville. Dans une grande ville, quand même, Ça fait combien de temps que tu viens aux États-Unis? Moi, ça fait presque 25 ans que je suis là. Donc, ça fait 25 ans. Hein. Les premières fois, c'était à Los Angeles. À Los Angeles. Où on a passé des moments quand même super. On a fait des... Tu te rappelles quand Aurel avait fait des brownies à la space cannabis cake. Et que tu avais mangé des brownies au cannabis? Oui. Je le raconte encore à mes meilleurs amis, pas à tout le monde, mais je le raconte encore. Ah oui. Parce que ce fut une expérience mémorable. C'était là où j'avais oublié de mettre une pellicule dans l'appareil photo et que j'ai Tu avais fait 150 000 photos sans pellicule. Ouais. Non, ça m'avait bien atteint. Donc, pour toi, vu que ça fait maintenant plus de 25 ans que tu viens aux États-Unis, c'est quoi qui te marque le plus ici? Eh bien, ici, c'est vraiment les idées reçues qu'on peut avoir en France contre l'anti-américanisme primaire qui existe quand même beaucoup en France. Vraiment beaucoup, beaucoup. Alors bon, j'ai eu la chance. La Californie et le Montana, c'est probablement des États un peu favorisés par rapport, peut-être que si j'étais allée au Texas, peut-être que, je sais pas, j'aurais peut-être vécu les choses différemment, mais moi j'ai trouvé vraiment des gens chaleureux, des gens... Enfin vraiment, ce matin encore on partait et je t'ai fait remarquer vraiment la conduite en ville, quoi, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire parce que... Parce qu'on respecte... Alors c'est peut-être la peur de l'amende, hein, mais peu importe, en tout cas c'est... En tout cas, les gens, c'est vachement cool, quoi. Vachement cool. Bon, surtout si tu compares à Paris, quoi. Parce que... Oui, bon, faut dire que j'habite Paris. Alors, c'est des sauvages à Paris. Je sais pas, moi quand je vais en province, je trouve que c'est la ville, quoi. Non, mais les Français conduisent. Encore que je trouve qu'il y a un peu plus de civisme notamment à Paris, justement. Moi, je suis piétonne à Paris, j'ai pas de véhicule. Et franchement, je suis étonnée du nombre de gens qui s'arrêtent pour te laisser passer. Non, il y a quand même un civisme qui se... Quand même. Tout le monde n'est pas... des sauvages. Complètement, voilà. Non. Donc, il suffit de un, alors bon, voilà, ça... Mais quand même, globalement... Globalement... Bon, moi, je suis parisienne, alors c'est vrai que j'ai tendance à défendre un peu Paris, mais c'est pas non plus l'horreur comme on peut comme l'image qu'on en a, autant comme on fait de l'anti-américanisme en France, on fait aussi de l'anti-parisianisme, quoi. Je trouve, enfin, je pense. Mais bon. De toute façon, tout ce qui est différent, on a un peu de mal. On a un peu de mal, voilà. On n'est peut-être pas très tolérant. Toi, je livre à Paris 12. La conduite est angoissante. Oui, mais moi je conduis pas, je suis piétonne. La conduite, je veux bien croire, c'est bien pour ça que j'ai pas de voiture, ça c'est évident. Fabien, conduire à Paris, c'est la jungle. Oui, j'imagine, mais moi je répète, voilà.
Non, non, j'imagine, je pourrais pas conduire à Paris. Moi, j'ai mon permis, je m'imagine pas une seconde conduire à Paris. Il y a trop de voitures. Beaucoup trop de circulation. Bah, puis faut être assez agressif. Bah, finalement, oui, pour pouvoir, oui, finalement, faut avoir certainement une conduite, oui, un petit peu s'imposer, pouvoir. Non, non, moi, bah, le bus. Tu te fais bouffer, Le bus, j'adore. Beaucoup plus que le métro. Voilà. J'ai mon Navigo et bus non-stop. Donc, on a vu un petit peu tes racines qui sont donc largement ancrées dans le prolétariat. Ah oui, milieu ouvrier, on appelle ça complètement. Parce que ton père a fait de l'usine en fait toute sa vie. Oui, il a été ouvrier toute sa vie. Il est rentré à l'usine avec quel âge? Pas à l'usine, parce qu'en fait, il a d'abord été, il a été cordonnier, son premier métier. Il a travaillé comme livreur dans une épicerie, livreur du lait. Après, il allait vendre le lait. Puis après, il a été routier. En fait, il a eu la chance de jamais aller en usine en même temps. Mais tous ses potes étaient... Routier, c'était dur, mais en même temps, il était libre, quoi. Une certaine liberté. Et ta mère, son parcours La pauvre, elle aurait tellement aimé faire des études qu'elle a essayé de nous faire tous faire un minimum d'études quand même. Et globalement, ça a quand même pas trop mal marché pour tous. Après, elle a voulu nous faire apprendre la musique à tous. Donc, on a tous pris des cours de musique. Donc, en fait, elle a vraiment souffert d'un manque d'études. Oui, elle était obligée de lire en cachette à l'époque. Elle n'avait pas le droit de lire, il fallait qu'elle lise en cachette. Pourtant, elle avait un père qui était, lui, illettré, quoi. Ma grand-mère était illettrée. Mon grand-père, par contre, était issu d'une famille noble, on peut dire, assez bourgeoise, on va dire, bourgeoise. Mais il a été déshérité parce qu'il a épousé la bonne. Voilà. C'était ma grand-mère. Et donc la bonne, c'est ma mère Sinclair. Voilà. Donc ça a fait deux. Donc maman, au milieu de tout ça, la pauvre, elle est née. Oui, ça a été difficile. Elle est née hors mariage. Enfin bon, elle a très très mal vécu beaucoup de choses. La guerre, comment ça s'est passé pour tes parents? Pour eux bien, finalement. Parce qu'ils travaillaient donc tous les deux dans une épicerie et cet épicier était très sympa. Donc en fait, ils sont tous partis ensemble en exode. Donc toute la famille, il y a 2 voitures. Alors j'ai appris très, très dernièrement par ma tante que maman avait fait le voyage sur le garde-boue, sur le marchepied de la voiture. Tellement ils étaient, tous les frères, ils sont tous partis en exode en Dordogne, chez un oncle. Et ils dormaient dans les granges et tout, mais ils avaient 18-20 ans, ils se sont éclatés en fait finalement. Pendant cette période-là. Mais pendant cette petite période-là. Sinon, puis après, mes parents, ils se sont mariés pendant la guerre. Donc là, le village était occupé par les Allemands. Il avait fallu demander une autorisation, mais c'est vrai qu'ils ont pas... Ça s'est pas trop mal passé pour eux, franchement. Voilà. Et puis après, au retour, donc ils se sont mariés. Et nous sommes là. Et donc en fait ta mère elle est passée en mode maman mère au foyer enfants, avec les lessives, faire à manger, faire se dépatouiller avec le voilà. Donc non, pour elle c'était pas très drôle. Pas très drôle. Et donc à un moment ils ont changé de HLM. À un moment, ils ont changé de HLM. Donc, la pierre au prêtre. La pierre au prêtre, bon, c'était dur, quoi. C'est vrai que c'était des familles très nombreuses, c'était pas toujours hyper, c'était sale. Alors, maman, la pauvre, elle nettoyait les escaliers. Donc, après, ils ont trouvé un autre HLM. Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi. Je ne sais pas si c'était tellement mieux, ça restait encore un HLM. Moi, je m'en souviens, c'était sur les pistes d'atterrissage d'Orly. Il y avait les avions, même à la pierre au prêtre, c'était quand même Orly, il y avait les avions. À l'époque. Non, moi j'ai un souvenir assez de ce HLM, j'ai un souvenir assez sympathique parce que c'était juste Pascal et moi. Oui. J'avais ma chambre. C'était confortable. Non, c'était confortable. C'était. Villeneuve-le-Roi, c'est une commune assez. Ça va, quoi. Ça va.
Et donc toi, c'était important pour ta mère que vous fassiez tous des études, Oui, qu'on ait tous un métier. que vous ayez tous un métier. Donc quel a été ton parcours, toi, professionnel? Oh, bon. Oh là! J'ai pas eu Oh bon! Ben non, mais parce que, par contre, j'ai pas eu trop le choix quand même. C'était. Ouais, parce que l'éducation nationale. Il y avait. Moi, je voulais être puéricultrice, en fait. Je voulais m'occuper des bébés, voilà. Parce qu'on habitait à côté d'une crèche, il n'y en avait pourtant pas beaucoup. Okay. Et franchement, je voulais absolument être puéricultrice. Et puis, bon, les écoles de puériculture, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, puis on a déménagé, on est arrivé à Orly. Orly, la seule école qu'il y avait, c'était une école commerciale. Donc, j'ai fait du commercial. Donc, t'es allé jusqu'à la terminale quand même? T'as fait, oui, voilà, l'équivalent de la terminale. Alors, ce qu'il faut, j'ai juste un petit truc, une petite parenthèse, on reviendra à ça, mais je parlais de la lettre de Pépé quand il était en prison. Ils ont arrêté l'école à quel âge, tes parents? Ah ben alors là, mes parents, comme tous les parents, là je pense que beaucoup vont se reconnaître dans leurs grands-parents, mais les parents arrêtaient l'école à 12-13 ans, ils passaient le certificat d'études, qui était un vrai diplôme. Enfin, quand on voit le niveau du certificat d'études de l'époque, moi mes parents faisaient pas une faute d'orthographe, ils savaient, ils avaient une culture générale, franchement... énorme. Ah ouais, je suis épatée, c'est incroyable. Ils arrêtaient quand même à 12-13 ans. Ah ouais, 13 ans, ils passaient le certificat d'études, et puis dans les milieux, voilà, souvent en plus les aînés, ils allaient bosser, quoi. Ouais. Donc toi, t'es allé jusqu'au bac ou l'équivalent? L'équivalent. Après, il n'y avait pas de place au secrétariat, donc parce que les filles c'était secrétaire, hein. On m'a mis en comptabilité. Et puis alors là, heureusement, quoi, hein, parce que finalement ça m'a très bien convenu. J'étais Et donc tu nous as fait 42 ans de comptabilité. J'ai fait dans la même boîte. Pas le même groupe, pas la même boîte. Quand même pas la même boîte, mais le même Ils t'ont groupe. filé une montre après 42 ans c'est chiant? Ah, ils m'ont filé une prime. Ah non. Okay. Non, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, ça s'est pas trop mal passé. Okay. Et puis finalement, j'étais plus faite nettement mieux pour la comptabilité que pour le secrétariat. Je crois que ça m'aurait pas convenu. Surtout qu'à l'époque, c'était le café au patron, machin. C'était pas mon truc. Okay. Mais bon, après chacun, heureusement, hein, il faut de tout, voilà. Ça m'a convenu. Pour faire un nom. Ça m'a convenu. On a beaucoup déménagé. Vous avez beaucoup déménagé. Oui, après, marié, oui. Après. Donc tu t'es mariée? Oui. À ton père? Non. Et puis là, on a eu des envies, de partir justement. Alors il y a peut-être que j'ai mal compris parce que des fois c'est difficile de se remémorer certaines choses et tu sais pas trop si tu inventes des trucs ou pas, ou si tu embellis, ou si tu fais de la Panavision en couleur. Mais à une époque, quand vous vous êtes mariés, il n'y avait pas une idée d'ouvrir une ferme, d'aller faire du fromage de chèvre? Au lieu de faire de la comptabilité? Alors, il y a eu pas mal de choses, mais pas vraiment celle-là. Non, il y a eu l'idée de faire d'ouvrir les fromages de chèvre. On a des amis qui sont partis le faire. C'était très à la mode dans les années 70. On partait en communauté. Alors nous, avec les amis proches, évidemment, on rêvait de communauté. On a rêvé effectivement quand même un peu d'aller faire du fromage de chèvre. Donc vous vous êtes bouffé la pilule 68. Donc voilà, complètement. Donc on n'a pas fait ça. Donc on a commencé par bosser quand même, chacun. Après, on a eu tous des enfants. Et puis après, on a failli partir... avant d'avoir des enfants, non, on est parti en Auvergne quand même, où tu as été conçu. Parce qu'on avait envie de quitter Justement, là, on en avait ras-le-bol de la ville. On voulait vraiment partir. Donc vous avez quand même eu une impulsion... de vouloir partir. De vous échapper de l'urbanisme. Oui, complètement. Et donc vous êtes parti à l'autre pays du fromage? On est parti en Auvergne. On a fait du Saint-Nectaire. Ok. Vraiment, là, oui, on a été plongé. Là, moi, j'adorais. En fait, finalement, je crois que je m'adapte assez bien quand même dans pas mal d'endroits. Donc, moi, ça m'a complètement convenu. C'était super. Et puis, après, on est remonté. Après, il y a eu les promotions de ton père, quoi. Donc, on est remonté à Paris pour ta naissance. Et puis après, effectivement, dans l'opportunité qu'on a eue, c'était d'aller d'ouvrir une fromagerie, effectivement, dans la région de Bordeaux, avec des amis. Et puis, on était 2 couples, on était 3, d'accord. Seul ton père il n'a pas voulu franchir le pas, donc on ne l'a pas fait. Donc c'est la faute de mon père, en fait. Tu as fait 42 ans de comptabilité.
Mais peut-être que ça aurait été pire. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être que ça aurait été dramatique. Ouais. Donc, faut pas. C'est comme ça. Ouais, c'est non, comme bien ça. sûr, bien sûr. Pas de regret. C'est comme ça. Mais donc c'est intéressant quand même d'avoir eu à un moment ces deux chemins qui se sont ouverts à vous. Oui, d'avoir envie quand même de tout quitter et puis de partir. Ouais, des petites communautés, hein, pas des grandes. Bien sûr, bien pas sûr. avec les hippies, mais bon, des petites communautés. De partir, on était très. Voilà, les amis, c'était très important, quoi. Très... Et puis après, ben, tout ça, plouf, plouf, ça. Et donc, vous avez quand même énormément déménagé pour revenir. Bah, on a déménagé pas mal, oui, parce que on est parti en Auvergne. Après, on a eu envie. Après, pareil, on a eu l'occasion de pouvoir partir à Cannes, donc on a vécu à Cannes un petit moment. Là, par contre, honnêtement, je m'y plaisais pas trop. Puis ça nous éloignait. Moi, ça m'éloignait trop de papa et maman, de tes grands-parents. On était quand même très très proches d'eux. Et, ça faisait à l'époque. Bon, maintenant, ce serait rien. À l'époque, c'était un peu loin quand même. Ouais, c'était un peu loin. Maintenant, et donc vous êtes remonté sur Paris. Donc on est remonté sur Villeneuve-le-Roi. Non. Villeneuve-le-Roi. Si, on a acheté un pavillon Villeneuve-le-Roi, Draveil. Draveil. Donc. Et puis après, moi, je suis allée avec toi Boulevard Murat. Ouais. Et donc après, on a intégré Paris, quoi. Après, on a intégré Paris. Enfin, vous avez divorcé. Ouais. Et c'est là que moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un appartement donc à Paris. On est revenus à Paris ensemble. Ouais. Et puis après, on est parti à Vanves. Alors là, c'était cata. HLM. Non, mais cata, Vanves. Bon. Ouais. Et puis après, du coup, je suis revenue. Paris 12. Ouais. J'ai après l'impression quand même d'avoir fait, de revenir un peu là. Ouais, mais c'est souvent comme ça, hein, bizarre, la vie. Hein. Et comme j'aime bien déménager, il y a des fois, je regarde les petites... Des fois, j'ai envie de bouger encore quand même. Mais tu bougerais hors de Paris ou Bah, de toute façon, je peux plus bouger à Paris parce que c'est trop cher. Donc, si je revendais mon appartement, je pourrais absolument plus acheter à Paris. Donc, de toute façon, si je partais de Paris... Ouais. Donc, tiens, on va parler un petit peu pognon, vu que c'est vraiment pas français. Donc, bon, tu as eu la chance d'acheter ton appartement dans une cité HLM, dans le 10e. Pas cher, évidemment. Enfin, voilà, oui. Tu as travaillé pendant 42 ans 2 ans, oui. 42 ans. Tu as cotisé pendant 42 ans. Alors, ils t'enculent de combien tous les mois, là? Bah, écoute, moi, je le vois pas trop quand même. J'ai 2200 €, 2250 € exactement de retraite quand même par an. Ouais. Et honnêtement, avec l'appartement, moi, je m'en sors... ouais, mais t'as pas des taxes... Avec toutes les taxes, est-ce qu'ils te prennent en charge tes dents, par exemple? Bah, avec une mutuelle. Ah, voilà. Donc, il faut quand même une mutuelle. Ah, bah, après, il faut payer une mutuelle, oui. Bah, bien sûr, oui, il faut payer une mutuelle. Si tu payes pas... Enfin, surtout après, ça dépend quand tu es jeune, t'as peut-être pas trop de frais dentaires. Moi, cela dit, moi, j'en ai toujours eu des frais dentaires. Et je crois que tu tiens un peu de moi de ce côté-là. Merci. Non, après, mais de toute façon, Paris, pareil, c'est une ville... on vit mieux en province financièrement, hein, de toute façon, hein, aussi, quand même. Les loyers, enfin, c'est le loyer qui est surtout beaucoup moins cher en province. Ouais. Et puis le panier, quand tu fais tes courses, là, moi, je suis allée passer 10 jours en Bretagne chez une cousine, et bah, quand tu fais les courses, tu t'aperçois que c'est pas le même prix, quoi. Ouais, bah, surtout si tu veux Paris en plus cher. Manger un petit peu oui. bien, quoi. Mais quand même, on pourrait... Mais bon, moi, je m'en tire bien parce que j'ai fait une carrière complète. Alors, par contre, mais faut avoir fait dès qu'on n'a pas fait une carrière complète, par contre, c'est carrément la cata, quoi. Il y a vraiment des gens qui sont dans une situation épouvantable. Donc, tu veux dire quand tu fais pas les 42 ans. Ah oui. Donc, si tu t'arrêtes à 41, ça fait quoi? Non, 41, ça va, 40, ça va. Ouais. Mais si tu fais 30... Bah, après, si t'as pas... Par exemple, regarde le cas de Nicole, ma sœur, donc... bon, il lui manquait plusieurs années. Tu peux te retrouver avec 800 € de retraite, quoi. Ouais. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, t'es vraiment dans la merde. Là, par contre, faut vraiment avoir travaillé toute ta vie, avoir cotisé toute ta vie pour avoir une retraite correcte. Et c'est pas un petit peu ce qui s'est passé avec, en fait, surtout les femmes de ta génération qui étaient mariées, qui donc se disaient qu'elles n'avaient pas besoin d'aller bosser, ou qu'elles n'avaient pas besoin d'aller bosser, ou qu'elles s'occupaient des enfants à la maison? Ben, les femmes de ma génération, nous, au contraire, c'est l'après 68, donc nous, on est allés bosser, quoi.
Nous, on voulait... Bon, ça, c'était le programme d'après-guerre, où il fallait que tout le monde devienne consommateur. Non, mais il fallait qu'on... Non, mais on voulait notre indépendance, parce qu'on se disait que la preuve, enfin, on est 3 sur 5 divorcés, quoi. Donc... mais c'est ça le truc. On avait nous, on voulait notre indépendance. Ça commence par l'indépendance financière. Si on veut être un petit peu indépendant dans d'autres domaines, il faut pouvoir commencer à s'assumer. Donc, il fallait... moi, je fais partie de la génération, quand même, où les femmes... On travaillait. On n'a pas fait beaucoup d'enfants, d'ailleurs. On a fait des familles, 1, 2 enfants, pas plus, parce qu'on allait travailler. Parce qu'on avait vraiment ce truc de se dire, non, si je me retrouve toute seule, il faut que je m'assume, quoi. Parce que c'est arrivé, c'est ce que j'allais dire, ça s'est arrivé à beaucoup de femmes qui, en fait, n'ont pas travaillé, ont divorcé. Et c'est la cata. Et elles se retrouvent dans des situations avec... le minimum vieillesse, quoi, avec, je sais pas, 600-700 euros, je sais même pas combien le minimum vieillesse, peut-être 800 euros, mais c'est tout. Enfin, vraiment, oui, non, il y a des gens dans des situations vraiment très, très, très difficiles, quoi. Même avec un programme social, même dans un pays social. Par contre, soigné, par contre, école, quand même, école gratuite, si on prend l'école... laïque normale, école gratuite quand même. Et puis mais on vient de dire que tes parents, quand même, ils avaient arrêté à 12 ans et puis... non, mais pas à l'époque. Non, mais l'époque de mes parents, c'est pas la mienne. Hein. Non, mais c'est pour ça que tu dis, l'école est gratuite. Oui. Mais elle est gratuite et obligatoire. Alors, à l'époque, elle était gratuite et obligatoire jusqu'au certificat d'études. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus long, mais... Mais effectivement, tu peux poursuivre des études quand même si tu es issu d'un milieu modeste, quand même. Et puis tu peux faire ton éducation à la maison aussi. C'est gratuit. Mais là, c'est quand même... oui, enfin, c'est pas si facile que ça. Il y a quelques familles qui font pour les jeunes enfants. C'est vachement développé aux États-Unis maintenant. Ah oui. En France, non. En France, non. Enfin, à ma connaissance, maintenant. Peut-être que les plus jeunes vont réagir parce que moi, je suis quand même plus tout à fait dans le coup, quoi. À ce niveau-là, quoi. Et donc, tu disais que ton indépendance économique était hyper importante. Ah oui, primordiale. Est-ce que tu as pensé dans le même ordre déjà, est-ce que tu t'es sentie toute ta vie, est-ce que tu te sens aujourd'hui indépendante économiquement parlant? Économiquement parlant, oui, quand même, oui. Est-ce que tu as pensé à élargir ton cercle d'indépendance à des choses peut-être un petit peu plus bizarres et subtiles, comme par exemple, j'en sais rien moi, ton indépendance hydrique ou alimentaire? Là, je dois reconnaître que pas vraiment, non. Non, parce que tu vois, c'est intéressant c'est intéressant je comprends ce que tu veux dire, de grandir avec ma mère Sinclair, qui était elle probablement hyper indépendante au niveau de l'eau. Elle avait un puits. À cette époque-là, non, on avait même l'eau. Tiens, je me rappelle pas. Il me semble qu'on avait l'eau courante, là, curieusement. Non, c'est pas possible, on pouvait pas. On n'avait pas de puits. Ça, on n'avait pas de puits, c'est sûr. Mais donc, elle avait... Non, on avait l'eau à la pompe dehors, je dis une bêtise, je me rappelle. On avait une pompe dehors, oui. Il y avait les clapiers, il y avait les lapins, les poules. Oui, le jardin, le potager, il nous faisait vivre. On faisait des confitures, il y avait les pieds de rhubarbe. Ma grand-mère nous faisait des kilos et des kilos de confitures. Pour l'hiver. Ouais. Donc tu vois, c'est intéressant d'être passé d'une en fait, chaque génération. Toi, tu as découvert ton indépendance économique, mais tu as perdu en fait, complètement ton indépendance alimentaire, hydrique. Et là, je viens de lire un livre, d'ailleurs, c'est ça, je vais te l'offrir pendant que je suis là, qui s'appelle Dans la forêt. Jean Highland, je crois c'est le nom de l'auteur, c'est une femme américaine qui vit, je crois, en Caroline du Nord, et c'est sur la fin de la civilisation, et ce livre m'a vraiment chamboulée parce que on bouffe, l'électricité et tout, il y a un moment donné, on se dit mais c'est pas possible, quoi, jusqu'où on peut aller comme ça. Et j'ai lu ce roman que je recommande, c'est vraiment génial. Donc c'est une prise de conscience, oui, de se dire peut-être qu'un jour, quand même, ça peut s'arrêter, quoi. Donc, on est mieux protégé à la campagne, c'est évident. Bon, moi, je suis complètement urbaine, et c'est vrai qu'en ville, si on va pas chez le commerçant du coin...
Il n'y a pas grand... Voilà, bon, il y a bien maintenant les paniers, AMAP, machin, mais pareil, il faut les amener à Paris, donc ça veut dire il faut un véhicule, il faut... L'électricité, c'est incroyable, quoi. Hein. L'électricité, ça fait tout... Enfin, l'électricité s'arrête, il n'y a plus rien, quoi. Il y avait l'électricité chez Mère Sinclair? Oui, moi j'ai connu la lampe à pétrole, mais après l'électricité, oui. Ouais. Oui. Ah oui, il y avait l'électricité. Ouais. Ouais, non, c'était rustique, mais mais c'était quand même le début, voilà. Hein. L'après-guerre, hein, c'était l'après-guerre quand même, donc il y a eu quand même pas mal d'avancées. Ok. C'est quoi pour toi le truc qui a le plus révolutionné si tu prends de Mère Sinclair, de ta grand-mère à ma génération? C'est quoi le truc, tu te dis, putain, ça, franchement... Moi, je crois que c'est l'eau. Hein. L'eau courante? L'eau, ah ouais, l'eau. Ouais. Ah ouais. Franchement... On n'imagine pas, quoi. Tu te rappelles ce que c'était de ne pas avoir l'eau courante? Ah, oui. Très bien. Les douches municipales quand j'ai été plus grande. Et puis, non, pas l'eau, aller chercher l'eau au robinet, à la pompe. Non, c'était... Donc après, il fallait le faire chauffer sur le... Ah ben, on avait deux petits réchauds, ouais. Mais c'est vrai qu'on était... incroyable, hein. Maintenant, c'est vrai qu'on n'imagine pas pouvoir... mais on s'en sortait bien. Mais non, l'eau, c'était dur quand même. Tu penses que si tout s'arrêtait demain matin, les gens pourraient revivre comme ça à la Mère Sinclair sans aucun problème? Non. Ils sont les gens torturés. Ah ben oui, c'est la loi du plus fort, là. Je crois que ce serait dramatique. Ouais. On ne peut pas revenir en arrière. Non. Je crois pas. Non, je pense que ce serait catastrophique. Il y aurait... Non, les gens... Non. Je sais pas comment ça se passerait. Ce serait le chaos total. Tu te rappelles des corvées de linge? Ouais, ça, oui. Là, la pauvre, ça, c'était maman. Moi, j'ai évidemment pas connu ça, mais... La première machine à laver, on l'a... Donc, la pauvre. Non, c'était horrible, avec 5 enfants, quoi. C'était... Bon, on se changeait moins que maintenant, hein, le linge, mais quand même, c'était terrible. C'était terrible. Ouais. Les baquets, on faisait bouillir. En plus, on faisait ça trop bien, quoi. Maintenant, on s'en fout, on met tout à la même température. Mais à l'époque, on faisait bouillir dans la lessiveuse, on frottait. Bon, je pense que le linge était peut-être plus sale parce qu'on le gardait plus longtemps. C'était des matières plus... Du coton, c'était des matières plus difficiles certainement à entretenir, quoi. On est devenu délicat, on est devenu... le truc aussi avec la machine à laver, c'est que tout le monde lave son linge 3 fois par jour maintenant. Maintenant, c'est on s'en l'inverse, fout, quoi. Voilà, on fout. Ouais. Il y a un gaspillage énorme par rapport à la machine à laver. Ouais, exact. Moi, je fais attention quand même, parce que j'ai dû garder des vieux réflexes. J'attends qu'elle soit pleine. Enfin, j'ai quand même des réflexes, certains réflexes. L'eau, ça a été... ça t'a marqué, quoi. Ah ouais, l'eau, oui. Je prends ma douche, je coupe l'eau. C'est pour ça qu'ici, l'eau coule très fort et ça me dérange, quoi. Ok. Ouais, parce que tu coupes l'eau à chaque fois. Ah oui, j'ai gardé des réflexes, vraiment, ouais. Ah oui, l'eau, c'est incroyable. Enfin, sans eau, tu fais rien, quoi. Évidemment, oui, tout le monde le sait bien. Ok. Voilà. Ok. L'électricité... moi, j'ai toujours connu. Hein. Moi, j'ai toujours connu l'électricité. Donc après, non, les gros chamboulements, c'est voilà, hein, Internet, tout. Enfin, ça, là, c'est... Alors, je viens juste de te faire acheter un téléphone moderne. Oui. Que tu détestais, et puis... Ah non, mais je peux plus m'en passer, voilà. Donc, je suis toujours moi, je suis toujours avec, je me pose, dès qu'on se pose une question, ça y est, c'est vrai que Google, je le cite, mais parce que moi, j'ai ce moteur c'est celui que j'utilise le plus, mais franchement, c'est génial. J'imagine papa et maman qui reviendraient aujourd'hui, quoi. Il n'y avait pas de télécommande pour la télé, quoi. Ouais, je m'en souviens aussi. Oui, mais les plus... Oui. Ouais. C'est... Non, tout ce qui est informatique, tout ça, ça révolutionne tout, y compris les avancées dans la médecine, la robotique et tout. Enfin, faut voir tout ce que ça...
C'est génial, quoi. Enfin, en même temps, quand même, faut reconnaître. Bon, tu préfères, puisque c'est là, il faut... Voilà, c'est là, quoi. Tu préfères aller chez le dentiste en 1960 maintenant, non. Maintenant. Ou en 2018? Non, maintenant. Non, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font... bon, moi, on me traite toujours de réac, ce qui est assez bizarre, parce que je suis pas du tout réac, mais il y a beaucoup de gens qui font... tu sais, qui romantisent, qui romancent... c'était mieux avant. Ah, oui. Bon, moi, des fois, j'ai un peu peur de ça. Je me dis, faut que je fasse attention de ne pas toujours être c'était mieux avant. Puis non, il y a plein de choses, c'était pas mieux avant, quoi. Tout ce qu'on vient de dire. Le dentiste, par exemple, le dentiste, c'est quand même mieux aujourd'hui, quoi. C'est bien mieux aujourd'hui. Mais tout, la médecine en règle générale, quoi. Quand même. Ouais. Non, la prise en charge de la douleur, Non, là-dessus, il faut... Évidemment, quoi. Non, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, tu vois, de voir, comme je le disais, c'est pareil avec un petit peu l'indépendance. C'est intéressant d'aller de l'avant et vraiment de s'approprier la modernité, les technologies modernes et ainsi de suite, mais sans pour autant, tu vois, casser le lien avec nos racines. Et casser le lien avec le Menhir Saint-Clair, tu vois, avec la ferme. Lire, moi, par contre, je peux pas lire autre chose qu'un livre papier, quoi. Par contre, j'arrive pas à lire sur une tablette ou ça me. Tu ne lis pas mon blog? C'est pas un livre, ton blog, c'est pas pareil. Mais un roman ou autre chose, j'ai beaucoup de mal. Enfin, j'ai besoin du papier, quoi. Okay. Mais d'ailleurs, dans le livre Dans la forêt, là, évidemment, tout d'un coup, il n'y a plus que les livres, quoi, qui te restent quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus de musique, tu te rends compte? Tu veux qu'on prenne quelques questions? Il reste 20 minutes. Oh là là, oui, mais j'espère que j'ai pas trop... non, t'as pas une question de Tintin. Que pense ta maman de ta démarche de recherche d'autosuffisance et de ta notoriété en France? Merci pour ton travail. De rien, Tintin. La notoriété, je suis très, très fière, évidemment. Hein. Ça, pas de notoriété. Non, mais enfin, que tu sois connu, que tu sois reconnu et que surtout, ça t'apporte à toi... Que des emmerdes. J'espère beaucoup de satisfaction. Mais non, je trouve ça très bien. Je suis arrivée hier soir seulement ici, sous la neige et pas très en forme. Donc, j'ai pas encore pu bien mesurer mais je trouve ça super, quoi, d'être en ville et de pouvoir avoir son jardin. Bon, voilà, j'ai mangé mes premiers œufs ce midi que j'ai ratés. Les œufs de Toutonne. Bon, voilà. Et tu sais que Toutonne, elle est connue. Hein. Elle est plus connue que moi, en fait. Hein. Donc, j'ai pas encore vraiment tout vu. Non, mais c'est super de pouvoir vivre, faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir réaliser ce qu'on a rêvé de réaliser. C'est absolument... voilà. J'en suis évidemment ravie, quoi. Ouais. On va essayer de voir s'il n'y a pas une question sur le téléphone là, mais je ne crois pas qu'il y ait des questions. On va en reprendre une on va en prendre une pendant ce temps-là. Une question de solution et savoir-faire. Bonjour, est-ce dur de voir que son fils ait quitté la France et de savoir qu'il restera aux USA? Bon, déjà, je suis fils unique. Déjà, t'es fils unique, donc forcément, c'est forcément dur pour moi, oui, de pas avoir mon fils auprès de moi, ça, évidemment. Mais ici, je sais que tu es heureux, tu as une épouse, j'ai une belle fille adorable avec qui tu t'entends très bien. Je sens que tu es heureux ici, donc évidemment, je te préfère heureux ici. Mais si tu pouvais être heureux de la même façon à côté, plus près de moi, évidemment, ça m'arrangerait. Le deuxième, ça va être dur pour moi. Peut-être le bois de Vincennes, s'il reste une caverne, une grotte quelque part. Il y a des gens qui vivent. Mais donc, au bois de Vincennes, mais enfin, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait celles d'ici, quoi. Hein. Non, c'est évidemment dur de ne pas pouvoir être... Mais bon, puis maintenant, on se voit, on se parle, c'est vrai que le téléphone moderne... On n'a pas l'impression d'être à 8 000, 9 000 km, je ne sais pas combien on est, à peu près 8 000 km. Bon, par contre, j'ai fait le trajet donc hier et... Waouh.
T'imagines faire la même à dos de cheval? Ah non, pas du tout. Je serais pas arrivée. Et puis, mais par contre, bon, après, il y a quand même le coup. Mais c'est vrai que, non, ça a été je sais pas, j'appréhendais ce voyage, mais ça s'est très bien passé. Voilà, très bien. Comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Et puis. Non, c'est vrai que la distance, c'est quelque chose de délicat à gérer, même pour moi, de te savoir très loin. C'est vrai que. Bon, et on en parle assez régulièrement, hein, mais. Non, puis je vieillis, donc se pose. Enfin, c'est vrai que les angoisses arrivent aussi, quoi. Mais bon. Ouais, non, nous on y pense ici énormément, quoi, parce que bien évidemment, voilà. D'ailleurs, tu m'as ramené je vais pas montrer le nom et tout le bordel, mais donc ta mutuelle prévoyance obsèque. Voilà. Bon, on va pas faire dans le morbide. Non, quand même pas. Hein? Non, j'ai tout organisé pour qu'il n'y ait pas. Moi, je l'ai fait dans un souci de te soulager la vie, enfin, de t'apaiser un peu la vie, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, ça fait partie, tu vois, ça c'est une routine survivaliste typique. C'est effectivement de s'occuper de ces choses-là avant qu'elles arrivent, parce qu'après, quand elles arrivent, c'est trop tard. Et puis après, t'imagines, tu dois gérer le décès de quelqu'un. Oui, en même temps que les obsèques. Non, puis toi, je sais qu'il te faut 2 jours pour arriver, quoi, de toute façon. Il faut 2 jours. Donc, puis même, de toute façon, je l'aurais fait par souci de... Ça fait partie aussi de l'indépendance, ça, d'aller au bout, quoi, de se débrouiller toute seule aussi. Puis d'être un adulte responsable. Oui. Voilà. Ok. Une question de Pipio. Quel regard portez-vous... toi, il est gentil de vous voir. Quel regard portez-vous sur la société actuelle et les jeunes générations, madame? Ah. Il t'a même fait le madame, le coup du madame. Là, c'est trop compliqué. Enfin, c'est très... Là, j'avoue que je suis quand même un petit peu inquiète, malgré tout, quand je vois quand même certaines choses. C'est un petit peu difficile, ouais, quand même. Il y a toujours eu des choses difficiles, mais c'est vrai que là, on a l'impression quand même que quand les parents ont démissionné, on a affaire à des enfants livrés à eux-mêmes qui peuvent inquiéter quand même. Ouais, ça peut être inquiétant. Je ne sais pas trop ce que ça deviendra, mais il y a vraiment les parents démissionnaires, c'est catastrophique, quoi. Qu'est-ce que tu appelles les parents démissionnaires? Les parents qui gèrent pas du tout leurs enfants, qui les laissent livrer à eux-mêmes, quoi, qui n'arrivent pas qui peuvent, je sais pas. La Corinne, elle me disait, dans sa classe, elle est aide à la vie scolaire, parmi les enfants en difficulté, elle a un enfant ingérable. Un enfant ingérable, quoi. Et tout d'un coup, il se met à crier, il tape, il n'a pas de handicap particulier, simplement ingérable. Donc les parents n'arrivent pas à le gérer, les instituts n'arrivent pas à le gérer, donc un môme qui, je sais pas, quel âge il a, un petit môme, quoi, donc en primaire, donc... non, c'est vrai qu'il y a des fois ouais, je sais pas. Tu vois, toi... l'impact de discuter de ça comme ça, l'impact justement des technologies modernes, téléphones, là par contre oui, ça c'est très clair. Tous les petits cons, ils sont ça, comme ça. C'est les petits, les vieux, les cons pas cons, tout le monde a le nez dans son truc. Et les enfants, ouais, ça y est, les enfants ils sont scotchés, c'est greffé. Alors il y a ça commence tout petit, ils commencent à avoir la tablette très petit. Bon, les ados, n'en parlons pas. Les ados, ils peuvent... je sais pas comment ils font. Ils pourraient pas exister. Non, là... imaginez que ça pourrait qu'il pourrait y avoir un truc et que ça ne puisse plus exister pour eux, c'est... Non, c'est vraiment une génération, là, par contre, très dépendante, très dépendante de tout ça, ouais. Et tu parlais des parents démissionnaires, donc ça, c'est quelque chose que tu vois de plus en plus ou De plus en plus, je sais pas. C'est dans certains milieux probablement. Les parents qui n'arrivent pas à gérer vraiment. Est-ce que tu crois que toi, quand t'étais gosse, vous étiez vachement plus sage, discipliné? Ah oui, ça, la question se pose pas. Oui, ça c'est évident. On avait peur de tout le monde. Oui, on avait. Nous, l'instit, il nous disait assis, on s'asseyait, quoi. Franchement, je sais pas pourquoi on était programmés comme ça. C'est incroyable, quoi. Ça, je crois que c'est fini quand même. Maintenant, l'instit, il dit assis, tout le monde dit, ouais, te faire enculer. Là, par contre, non, il y avait...
Je sais pas si c'était un respect, il y avait de la peur, il y avait, je sais pas, on le faisait. On se posait pas de questions, on obéissait à nos parents, on obéissait, on était très docile finalement. T'en as fait Mais quoi sans souffrir, enfin, Tu te rappelles de ta première paye? Oh ben oui. Ton premier boulot, ta première paye? Je me rappelle. T'en as fait quoi de ta première paye? Ah ben de toute façon, je l'ai donné à papa et maman. Moi, je l'ai donné à mes parents, hein, ça c'est évident. Hein. Et puis eux, ils m'ont acheté, voilà, ils m'ont acheté une paire de chaussures, je me rappelle. Non, je me rappelle très nettement, oui. Non, mais à l'époque, on donnait notre paye à nos parents, oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est des concepts qui laisse tomber, quoi. Oui, peut-être, mais je suis peut-être un petit peu décalée parce que. Parce Bon, que autour de moi, non, mais parce qu'autour de moi, bon, j'ai quand même pas mal d'amis, mais c'est vrai que je vois les amis. Bon, j'ai beaucoup d'amis, bien sûr, qui ont des petits enfants, et c'est vrai quand j'entends ce qu'elle me raconte, c'est vrai que c'est waouh. Des fois, c'est waouh, quand même assez terrible, ouais. Mais tu crois que c'est plus une question de peut-être de respect Je sais pas, un peu tout, un peu de respect. Toi, quand t'es dans le bus, là, les jeunes, ils te laissent ta place dans le bus ou ouais, alors faut que tu des alors pas trop parce que je ne fais pas encore trop vieille. Ouais. Et quand on me laisse la place, je suis presque vexée, donc tout va bien. Non, mais on voit que je suis, enfin, si tu veux, dans le bus. Mais sinon, ouais, les jeunes laissent leur place quand même dans le bus, en règle générale. En règle générale, on peut assister à des trucs épouvantables, par contre. Comme Eh ben, comme le chauffeur qui dit, je ne démarrerai pas tant que quelqu'un ne se sera pas levé pour cette dame âgée ou pour cette dame en difficulté ou pour. Ça arrive encore, arrive encore. Mais alors après. C'est bon, comme je dis toujours aux États-Unis, on peut pas généraliser. Il y a 50 États, il y a quasiment 50 pays. À Paris, il y a des quartiers différents, des lignes de bus différentes. Et moi je vois la différence selon les lignes de bus que je prends, quoi. Il y a des bus où il y a un peu plus de savoir-vivre que dans d'autres. Certaines lignes de bus, quand même. Il y a des jeunes très très bien élevés, voilà. Et il y en a d'autres. Moins. Moins. Une question de Stéphane Philippe, il reste 10 minutes là. Salut Vol. Ta maman a-t-elle été abordée par les médias et comment a-t-elle vécu les différents articles sur ton compte? Non, absolument pas. Ouais. Non. J'ai jamais été abordée, j'ai jamais. Non. Okay. Question de Guillaume. La séparation géographique d'une famille n'est-elle pas un frein à une démarche d'autonomie ou au contraire, quels sont les points positifs que tu y perçois? Déjà, ça dépend de la famille, je dirais, parce que des familles, pour moi, il y a les familles de sang et les familles d'esprit, et c'est vrai que tu peux avoir une famille vraiment merdique et pas t'entendre du tout avec ta famille, et donc que tu sois ça proche. reste ta famille malgré tout, quoi. Mais c'est mais il y a des familles quand même, hein. Donc, je dirais que ça dépend, hein. C'est vrai que l'éloignement géographique ne favorise pas, ça c'est sûr, je pense. Je sais pas, parfois peut-être que ça favorise au contraire. Tu vois, la distance, ça crée peut-être, des fois la distance crée des liens. Peut-être. Parce que quand tu es dans une seule pièce avec quelqu'un 24/24. Une autre question, Gabriel. Suite à tes prises de conscience et au fait que ta mère évolue en milieu urbain, qu'as-tu réussi à lui glisser dans les poches et ou chez elle en cas de rupture de la normalité? Bisous et grand respect à Maman West. J'ai une bombe anti-agression. Ok. Que Laetitia m'a. Une bombe anti-connard. Ouais. Mais heureusement, j'ai pour l'instant jamais eu. Bon, faut dire que comme je suis trouillarde, je ne sors pas le soir, je rentre pas le soir tard. Toi, tu ne prends pas le métro à Châtelet à 1h du matin? Ah, mais non. Donc, alors qu'est-ce que tu as réussi à me faire? Alors, je fais toujours attention à avoir un petit peu d'eau d'avant, mais tu m'as rassurée avec le ballon d'eau chaude. Je sais que j'ai 100 litres d'eau. Voilà. Donc, puis je l'ai fait changer, il est tout neuf mon ballon. T'as acheté un réchaud à gaz? J'ai un réchaud à gaz que j'ai prêté, qu'on m'a pas rendu, il faut que je m'en rachète un. Oh putain. Faut que je me rachète un petit réchaud. Mais non, il faut que tu le redemandes à ceux qui te l'ont emprunté. Ouais. Mais sinon, oui, parce que sinon c'est tout, dans les nouveaux, moi mon immeuble c'est tout électrique, hein. C'est sûr que panne d'électricité, je ne. Ouais, tout marche à l'électricité. Tout marche à l'électricité. Donc il faut vraiment que là on en reparle, faut absolument que je me reprograme. Alors j'ai des lampes, ça si tu m'as aussi, j'ai des lampes torches partout.
Donc, j'en ai mis partout. Je vais à la cave, j'allume partout. Je vais au ciné, quelqu'un perd quelque chose, j'ai toujours ma lampe. Alors maintenant, avec ça, en plus, il y a la lampe. Donc, ça fait double emploi. Mais j'ai toujours au moins une ou deux lampes sur moi. Toujours. Donc, toujours des allumettes chez moi, mais ça, c'était avant. Bien avant toi. Ça, les allumettes, ça a toujours été. Mais donc, tu as mis en place quand même, tu as mis en place quelques trucs. Mais quand tu pars le soir, par exemple, enfin quand tu pars la journée quand tu quittes ton appartement, tu fais quand même attention où tu vas, à ton environnement. Oui, je suis très. Si c'est un peu chiant, tu prends vite un taxi au lieu de. Oui. Je suis pas du tout téméraire, pas du tout. Tu fais attention quand même. Ah oui, je fais très. Oui. C'est un petit peu la base, base quoi. Oui. Et donc, on va Adrien. Hop. Mais c'est bien, tu as quelques trucs maintenant quand même. Oui. Juste au cas où. J'ai quelques boîtes de conserve. Une question de Adrien. Quels sont tes conseils pour la sécurité au quotidien des personnes âgées de 60 et plus vivant seules, ce qui est ton cas? Oui. Dans le quartier où vit ma mère, plusieurs agressions au couteau ont eu lieu et des agressions à l'intérieur de domicile. C'est de plus en plus inquiétant. Je pense que tu as un peu abordé le sujet, mais si tu voulais approfondir, c'est bien. Voilà. Alors bon, j'ai peut-être tort, mais je me sens absolument pas menacée par... Mais c'est vrai qu'il peut arriver... Non, moi, voilà, je connais personne dans mon environnement proche à qui il est arrivé des choses aussi terribles. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un que je connais bien, par contre, en fait, c'était son voisin de palier qui s'est déguisé, qui est allé l'agresser chez elle, effectivement. Mais bon, moi, je n'ouvre pas ma porte. Déjà, ça commence comme ça. C'est évident. Là, c'est le plus gros truc. On a même une campagne ici à la télévision aux États-Unis, une campagne faite par les shérifs et les policiers qui disent aux personnes âgées que le premier truc, en fait, le premier problème, c'est de ne pas ouvrir la putain de porte, quoi. Bah, bien sûr. Ouais. Oui. Et puis bon, je connais bien mes voisins, j'ai mes voisins de palier qui sont toujours là, mais de toute façon, moi, je n'ouvre évidemment absolument pas ma porte. Et puis bon, je suis dans un immeuble sécurisé, il y a une grille avec un code, après, il y a un digicode pour rentrer dans l'immeuble, il y a un interphone, enfin après, voilà, il y a quand même des... Malheureusement, on en est arrivé à des choses comme ça, mais est-ce que ça protège quand même un petit peu, je pense. Ouais. Mais bon, ça reste quand même le cambriolage et sens... rampant, même dans la famille. Regarde, putain, Nicolas et Roger, ils se sont fait cambrioler combien de fois Mais c'était pas du tout en ville, et c'était dans une maison individuelle. Ouais, mais même en ville. Mais en ville, oui. Non, en ville, ça arrive régulièrement. Oui. Partout. Enfin, je pense que ça arrive partout. Ouais. Partout, malheureusement. Mais voilà, faut être un petit peu prudent, quoi. Ouais. Mais quelqu'un qui demande si tu n'as pas une arme à feu à la maison. Ah non. Non, là, faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Ok. Une autre. Pipio, il est vraiment intéressé sur ce que tu penses du social. Ouais. Selon vous, le ciment social s'effrite-t-il depuis quand? Je sais pas si ça s'effrite tant que ça. Le ciment social, c'est-à-dire les relations entre les gens. Ça fait un moment que c'est très très individuel, moi je le ressens pas trop, je le ressens pas trop. Tu sais, aux États-Unis ici depuis ces dernières années, il y a vraiment un clivage, quoi. Il y a vraiment le pays se divise en deux. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est pareil en France? Et là, on va un petit peu parler de politique, mais droite-gauche, tu sais, est-ce que la division droite-gauche... Alors bon, moi personnellement, je pense que la division droite-gauche, elle est en train de s'atténuer, Parce que tu penses que plus ça va, plus les gens sont centristes? Oui, plus. Enfin, même si je prends mon cas, moi j'ai toujours été... Alors on a démarré communiste, moi j'ai toujours voté à gauche, j'ai toujours été de gauche. Là, j'ai voté pour Macron, aux dernières élections. Aux 2 tours, dès le premier tour, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre pour moi qui pouvait être... Là, tu t'embarques dans un truc, mais alors là, tu vas te faire, lyncher. Tant pis. Non, mais
simplement un tout petit point de vue d'une. Vas-y, vas-y. Voilà. Non, je rigole. C'est que jusqu'à maintenant, tout échoue, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Bon, Mélenchon, il gueule, il crie, mais il propose rien. Alors tout démonter, c'est facile, tout le monde peut le faire. Là, il y a une équipe de jeunes bon, moi, voilà, j'essaye de leur donner leur chance. Alors, là, c'est vrai que ils ont fait pas mal d'erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et moi, je me dis que c'est peut-être un changement. Au moins, on a fait aussi appel à beaucoup de gens de la vie. 20 secondes. De la vie publique, de la vie, pas des politiciens, et peut-être que. Enfin, je sais pas, moi je voudrais y croire, je voudrais croire qu'il y a peut-être une nouvelle, quelque chose qui peut, un petit espoir quand même, que ça bouge un peu, quoi, que ça change, qu'il y ait quelqu'un qui arrive à faire changer un petit peu les choses, quoi. En France, on est quand même on veut pas que ça...